Le 30 janvier 1973, un homme entre dans une salle d'archives à Warrenton, en Virginie. Il s'appelle Sidney Gottlieb. Il est chimiste, directeur du bureau des services techniques de la Central Intelligence Agency, la CIA, l'un des hommes les plus discrets et les plus puissants du renseignement américain depuis 20 ans. Ce matin-là, il n'est pas venu pour une réunion. Il n'est pas venu pour consulter des dossiers, il est venu pour les détruire. Des milliers de documents, des protocoles expérimentaux, des rapports médicaux rédigés par des scientifiques qui travaillaient à la solde de la CIA, des témoignages, des preuves, 20 ans de preuves, 20 ans d'expérience menée dans le plus grand secret sur des êtres humains. Il les a brûlées, toutes. Pourquoi un homme aussi puissant prend-il lui-même la peine d'effacer ses traces? Pourquoi pas un subalterne? Pourquoi pas un agent de terrain? Pourquoi Gottlieb lui-même ce matin-là dans cette salle? Parce que ce qu'il détruisait ce jour-là, personne d'autre ne devait le voir, pas même ses propres collègues. Parce que ce qu'il brûlait, c'était l'histoire d'un programme qui avait utilisé des êtres humains, des citoyens ordinaires, des patients hospitalisés, des soldats, des inconnus dans la rue, comme des cobayes, sans leur consentement, sans que l'on leur explique ce qu'il leur faisait, et pour certains d'entre eux, sans qu'ils le sachent jamais. Ce programme s'appelait MKUltra. Il a commencé en 1953. Il a duré 20 ans. Il a impliqué des universités, des hôpitaux, des prisons, des services de renseignement de plusieurs pays alliés. Il a produit des milliers de pages de données médicales. Il a laissé derrière lui des centaines, peut-être même des milliers de victimes. Des hommes et des femmes dont la vie a été fracturée par des expériences qu'ils n'avaient même pas demandées et que la plupart n'ont jamais comprises. Et ce matin du 30 janvier 1973, Sidney Gottlieb a fait de son mieux pour que cela disparaisse à jamais. Il ne savait pas que quelques années plus tard, un enquêteur retrouverait dans un entrepôt oublié du Maryland 20 000 documents que la broyeuse avait épargnés. Des factures, des notes de frais, une comptabilité qui allait rouvrir le dossier qu'il croyait avoir fermé pour toujours. Ce soir, Obscura ouvre ce qu'il reste de ce dossier. Pour comprendre ce qu'est MKUltra, il faut comprendre dans quelle peur le monde a baigné à cette époque. Nous sommes au début des années 1950. La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever. Le monde aurait pu souffler. Il n'en a pas eu le temps. Une nouvelle guerre a commencé, silencieuse, invisible, mais tout aussi mortelle que la précédente, la guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique ne se font pas encore la guerre avec des bombes. Ils se la font avec des esprits, avec de la propagande, avec de l'idéologie, et peut-être selon ce que craint la CIA, avec quelque chose de bien plus terrifiant encore, le contrôle direct de l'esprit humain. Des soldats américains reviennent de la guerre de Corée transformés. Ils tiennent des discours qui ressemblent à de la propagande communiste. Ils critiquent publiquement leur propre pays. Ils semblent endoctrinés, vidés d'eux-mêmes, reprogrammés. Un mot commence à circuler dans les couloirs des services de renseignement américains, le lavage de cerveau. Les soviétiques, et peut-être les chinois, auraient mis au point une technique permettant de réécrire les convictions d'un individu, de le vider de ce qu'il est et de le remplir d'autre chose. Cette idée effraie profondément la CIA, pas seulement parce qu'elle est troublante sur le plan moral, mais parce qu'elle implique que des agents américains capturés pourraient être retournés, que des secrets vitaux pourraient être extirpés de n'importe qui, que la guerre ne se gagnerait plus seulement sur les champs de bataille, mais dans les neurones de ceux qui la faisaient. La CIA en tire une conclusion simple et terrifiante. Si les soviétiques ont cette capacité, alors les Américains doivent en développer une à leur tour. Pas seulement pour se défendre, pour attaquer, pour retourner des agents ennemis, pour extraire des informations, pour obtenir des aveux, pour contrôler. Le 13 avril 1953, le directeur de la CIA, Allen Dulles, signe l'autorisation officielle d'un programme classifié au plus haut niveau. Ce document existe. Il a été déclassifié. On peut le lire. Son nom de code est choisi presque au hasard dans le dictionnaire. MKUltra. MK pour le département qui le chapeaute, le bureau des services techniques. Ultra pour signifier que ce programme doit aller au-delà de tout ce qui a été tenté avant, au-delà des limites, au-delà des lois, au-delà aussi de ce qu'on considère comme éthiquement acceptable. À sa tête, Sidney Gottlieb, chimiste de formation, boiteux depuis la naissance, bègue,
passionné de danse folklorique. Un homme aux apparences ordinaires que rien ne désigne a priori comme l'architecte d'un programme d'expérimentation humaine sans précédent dans l'histoire des démocraties occidentales. Il va diriger MKUltra pendant 20 ans. Ce qui va suivre, personne n'était censé le savoir. Le programme MKUltra comportait au moins 144 sous-projets distincts, répertoriés dans les documents retrouvés. Certains testaient les effets de drogues diverses sur le comportement humain. D'autres exploraient l'hypnose comme vecteur de suggestion. D'autres encore les électrodes, la privation sensorielle prolongée, la torture psychologique ou des cocktails chimiques que personne n'avait encore jamais administrés à des êtres humains. Mais l'un de ces sous-projets se distingue des autres par son cynisme absolu. San Francisco, 1954. Dans un appartement ordinaire du quartier de Telegraph Isle, la CIA a tout préparé. Des miroirs sans teint installés dans les murs, des micros dissimulés dans les plafonds, des caméras cachées derrière les tableaux, derrière les grilles de ventilation. De l'extérieur, rien ne trahit ce qu'il se passe à l'intérieur. Une fenêtre, une porte, un immeuble comme les autres dans une rue comme les autres. Ce que la CIA appelle dans ses rapports internes une safe house, une maison sûre. L'ironie de ce terme ne semblait pas les déranger. Le fonctionnement de cette opération était simple. Des prostituées recrutées et rémunérées par la CIA avaient pour mission d'attirer des hommes dans cet appartement. Des inconnus. Des hommes qui ne savaient rien de ce qui les attendait. Des hommes qui avaient, pour la plupart, juste cherché à passer une bonne soirée. Une fois à l'intérieur, on leur servait à boire. De l'alcool mélangé à du LSD. Sans les prévenir. Sans leur demander leur avis. Sans aucune possibilité de refuser ce qu'ils ne savaient pas qu'on leur donnait. Les agents de la CIA, installés derrière leur miroir sans teint, observaient, prenaient des notes, minutaient tout. Combien de temps avant que l'homme commence à perdre contact avec la réalité? Devenait-il bavard? Révélait-il des informations sur l'effet du produit? Pouvait-on le pousser à faire des choses qu'il n'aurait jamais acceptées en temps normal? Pouvait-on le manipuler? Ce programme portait un nom, l'opération Midnight Climax. Il a fonctionné à San Francisco pendant plusieurs années, avec au moins 2 appartements utilisés en rotation. Une version similaire a été ensuite mise en place à New York. Les rapports internes de la CIA, retrouvés par les enquêteurs du Sénat, indiquaient que les résultats étaient prometteurs. Prometteurs, c'est le mot qu'ils utilisaient. Aucun des hommes qui avaient été drogués à leur insu dans ces appartements n'a jamais été informé de ce qui lui était arrivé. Certains ont sans doute cru avoir vécu une mauvaise nuit, une hallucination inexpliquée, une crise passagère dont ils ne comprenaient pas l'origine. D'autres ont peut-être porté des séquelles psychologiques toute leur vie, des angoisses, des flashbacks, des états dissociatifs, sans jamais savoir qu'ils avaient été des cobayes d'un programme gouvernemental secret. L'agent en charge de l'opération Midnight Climax s'appelait George White. Il n'était pas médecin, il n'était pas scientifique. C'était un ancien agent de la DEA reconverti dans le renseignement que Gottlieb avait recruté pour sa capacité à opérer dans les zones grises morales. Dans son journal intime retrouvé après sa mort, White écrivait ceci, et je vous lis ce passage tel qu'il a été transcrit dans les documents officiels de la commission sénatoriale de 1977. Je suis l'un des rares hommes à avoir pu se livrer à toutes ces fantaisies les plus perverses au nom du gouvernement américain. Et franchement, je me suis bien amusé. Cette phrase a été écrite par un fonctionnaire américain. Elle figure dans un document officiel. Prenez le temps de la laisser résonner. Mais pour aller vraiment loin dans la manipulation de l'esprit humain, Gottlieb avait besoin de bien plus que des appartements et des nuits d'observation. Il avait besoin de temps, de durée, d'une infrastructure médicale qui lui permettrait de travailler sur des sujets pendant des semaines, des mois, sans que personne ne pose de questions. Il avait besoin d'un hôpital et d'un médecin. Il a trouvé ce qu'il cherchait à Montréal, au Canada, à l'Institut Allan Memorial de l'Université McGill. Et il a trouvé l'homme qu'il cherchait, le docteur Donald Evan Cameron. Cameron n'était pas un inconnu. C'était l'une des figures les plus respectées de la psychiatrie internationale de son époque. Président de l'Association mondiale de psychiatrie, président de l'Association américaine de psychiatrie, professeur titulaire à l'Université McGill, auteur de nombreuses publications scientifiques. Un homme qui semblait avoir tout pour devenir l'un des plus grands noms de la médecine du XXe siècle. Mais Cameron était aussi habité par une idée fixe, une conviction qui allait finir par tout contaminer. Il était persuadé que la schizophrénie et certains troubles mentaux sévères pouvaient être guéris, mais vraiment guéris, en effaçant complètement la personnalité du patient
et en la reconstruisant de zéro, comme on reformate un disque dur en fait, comme on réécrit une page blanche. Il appelait ça la psychic driving, la conduite psychique. La CIA a financé ses recherches en secret via plusieurs fondations écrans, dont la Society for the Investigation of Human Ecology. Cameron n'avait pas à savoir avec précision d'où venait l'argent, et peut-être qu'il s'en moquait. La méthode de Cameron se décomposait en plusieurs phases. D'abord, plonger le patient dans un coma chimique prolongé, induit par des barbituriques, des anesthésiants, des cocktails de médicaments que Cameron ajustait selon les réactions individuelles. Un coma qui pouvait durer plusieurs semaines consécutives, et dans certains cas documentés, plusieurs mois. Pendant ce coma, Cameron administrait à ses patients des électrochocs, pas aux intensités ordinaires utilisées en psychiatrie clinique, des intensités 2 à 3 fois supérieures à ce qui était alors considéré comme la limite médicalement acceptable, parfois même plusieurs fois par jour, parfois des dizaines de fois par semaine. Et pendant ce coma, pendant ces électrochocs, Cameron faisait écouter à ses patients des messages enregistrés, des injonctions comportementales répétées en boucle, parfois 20 heures par jour, pour tenter d'installer de nouveaux comportements dans un esprit qui avait d'abord été vidé. Ces patients venaient pour des dépressions légères, pour de l'anxiété, pour des insomnies chroniques, pour des troubles du comportement bénin. Certains étaient des femmes qui avaient simplement demandé de l'aide à leur médecin généraliste et qui s'étaient retrouvées à l'Institut Allen sans trop comprendre comment. Aucun d'eux n'avait consenti à ce qu'il leur était fait. La plupart ne savaient même pas ce qu'on leur faisait. Les résultats ont été dévastateurs. Beaucoup sont ressortis de l'Institut Allen avec des pertes de mémoire sévères et permanentes. Incapables de reconnaître leurs proches, incapables de se souvenir de leur propre vie avant leur admission, incapables de s'habiller, de cuisiner, de parler normalement. Linda McDonald avait 26 ans quand elle a été admise à l'Institut Allen pour une dépression postpartum. Elle en est ressortie sans aucun souvenir de ses 5 enfants, de son mari, de son prénom. Elle a dû réapprendre à lire, à manger seule, à marcher. Gail Keisner y était entrée pour des troubles anxieux à l'âge de 19 ans. Elle en est ressortie après des mois de coma chimique et d'électrochocs, avec l'état mental d'une enfant de plusieurs années d'âge. Elle a mis des décennies à reconstruire une vie fonctionnelle, et des décennies à comprendre ce qui lui avait été fait. En 1992, le gouvernement canadien a versé des compensations financières à certaines victimes, pas toutes, sans jamais reconnaître officiellement l'implication de la CIA dans le financement du programme. Cameron est mort en 1967 d'une crise cardiaque lors d'une randonnée en montagne. Il n'a jamais été jugé, il n'a jamais été inquiété. Parmi toutes les zones d'ombre de MKUltra, 2 affaires sortent du lot. 2 affaires qui posent une question que personne n'a jamais réussi à trancher définitivement. Le programme a-t-il tué ? La première concerne un homme qui travaillait de l'intérieur. Son nom, Frank Olson. Olson était biologiste au sein de la CIA, un scientifique sérieux, travailleur, père de 3 enfants. Il travaillait sur des agents chimiques dans le cadre du programme, notamment sur des vecteurs de dispersion aérienne. C'était un homme du système, pas un contestataire. Le 19 novembre 1953, il participe à un séminaire interne de la CIA dans un chalet du Maryland avec une dizaine de collègues. Ce soir-là, Sidney Gottlieb, sans en informer personne autour de la table, fait verser du LSD dans la bouteille de liqueur Cointreau que les participants se partagent. Une expérience de groupe, non consentie même en interne, pour observer les réactions de ses propres collaborateurs. Frank Olson n'est pas préparé à ce qu'il vit cette nuit-là. Dans les jours qui suivent, il est profondément déstabilisé. Il se referme sur lui-même. Il parle de démissionner. Il dit à sa femme qu'il a fait quelque chose de terrible. Il semble incapable de retrouver son équilibre. La CIA, inquiète de son état, l'envoie consulter un médecin à New York. Un psychiatre lié au programme, bien sûr. Le 28 novembre 1953, 9 jours après cette soirée dans le Maryland, Frank Olson tombe de la fenêtre du 10e étage de l'hôtel Steltler à New York. Il est 3 heures du matin. Verdict officiel, suicide. La famille Olson n'a jamais cru cette version. Les enfants ont grandi avec le sentiment que quelque chose dans la mort de leur père ne correspondait pas à ce qu'on leur avait dit. En 1994, 41 ans après les faits, son fils Eric obtient l'exhumation du corps. Un médecin légiste indépendant, spécialiste de médecine légale, examine les restes. Sa conclusion est formelle. Des traces de coups contondants à la tempe droite, incompatibles avec une simple chute. Quelqu'un, avant qu'Olson ne tombe par la fenêtre, l'avait frappé à la tête.
Le dossier a été réouvert. Il n'a jamais abouti à une inculpation et il est toujours officiellement non résolu. La deuxième affaire se passe non pas en Amérique mais en France, sur le sol français. Août 1951, le village de Pont-Saint-Esprit dans le Gard. En l'espace de quelques jours, une partie de la population bascule dans la folie collective. Des habitants hallucinent des flammes, des serpents, des animaux fantastiques. Ils courent dans les rues en hurlant. Ils tentent de s'envoler depuis des fenêtres. Plusieurs personnes sautent dans le vide d'ailleurs. On compte 5 morts officielles. Des dizaines d'hospitalisations en psychiatrie. Un enfant même qui tente de s'étrangler avec ses propres mains. L'explication officielle avancée à l'époque attribue ces événements à du pain de seigle contaminé par l'ergot, un champignon qui produit naturellement des composés hallucinogènes. Cette hypothèse a longtemps été acceptée. Elle était très commode. Mais en 2009, le journaliste d'investigation américain Hank Albarelli, après 10 ans de recherche et de demande de déclassification de documents, publie un livre intitulé A Terrible Mistake, une terrible erreur. Dans ce livre, il affirme que Pont-Saint-Esprit n'était pas un accident alimentaire. Selon lui, des agents de la CIA auraient aspergé de LSD la farine livrée aux boulangers du village. Un test grandeur nature de dispersion d'un agent chimique en milieu civil, mené sur une population française, à leur insu sur le sol européen. Il s'appuie sur un document interne de la CIA qui mentionne explicitement le village de Pont-Saint-Esprit et ce qu'il désigne comme le problème du pain. Cette thèse n'a jamais été officiellement confirmée par les autorités américaines, elle n'a jamais été officiellement réfutée non plus. Les habitants de Pont-Saint-Esprit n'ont jamais reçu d'explication définitive et vérifiable sur ce qui s'était passé dans le village ce mois d'août 1951. Certains d'entre eux vivent encore. En 1973, Sidney Gottlieb brûle les archives. Il pense en avoir fini avec MKUltra. Il pense que le feu a clos le dossier. Il a mal calculé. En 1975, la commission Church, une commission sénatoriale chargée d'enquêter sur les abus commis par les agences de renseignement américaines, commence à tirer sur un fil. Des témoins acceptent de parler, des noms remontent à la surface. Et en 1977, un enquêteur du gouvernement découvre, dans un entrepôt administratif du Maryland, où personne n'avait pensé à chercher, quelque chose que Sidney Gottlieb avait oublié de détruire. 20 000 documents financiers liés à MKUltra, des demandes de remboursement, des factures, des notes de frais, des virements bancaires vers des fondations écrans. Pas les protocoles expérimentaux, pas les résultats cliniques, pas le nom des victimes, juste la comptabilité. Une comptabilité qui prouvait l'existence d'un programme, son ampleur réelle, la diversité des sous-projets et le nom des institutions qui y avaient participé. En juillet et août 1977, des audiences publiques au Sénat américain sont organisées. Pour la première fois dans l'histoire, des responsables de la CIA témoignent sous serment sur les expériences menées dans le cadre de MKUltra. Ce qu'ils révèlent dépasse ce que la plupart des Américains, même les plus méfiants envers leur gouvernement, auraient pu imaginer. Les chiffres sont là, froids, définitifs. Plus de 80 institutions impliquées dans le programme, des universités, des hôpitaux psychiatriques, des prisons fédérales, 44 établissements d'enseignement supérieur américains et canadiens, dont certains les plus prestigieux du pays. Des chercheurs qui, pour une partie d'entre eux, travaillaient pour la CIA sans le savoir implicitement, via des financements opaques. D'autres qui le savaient parfaitement et qui avaient choisi de fermer les yeux. Plus de 7000 soldats américains utilisés comme sujet d'expérimentation sans avoir donné un consentement éclairé et valable. Exposés à des drogues, à des situations de stress extrême, à des substances chimiques dont on ne connaissait pas encore tous les effets à long terme. Un nombre inconnu de civils. Ce nombre restera inconnu, parce que les documents qui auraient permis de les recenser ont brûlé le 30 janvier 1973. Gottlieb a comparu devant la commission sénatoriale. Il a reconnu avoir dirigé le programme pendant des années. Il a exprimé ce qu'il appelle des regrets. Il a parlé d'une époque différente, de pression institutionnelle, de la nécessité de la guerre froide. Il a pris sa retraite peu après. Il a acheté une ferme en Virginie. Il élevait des chèvres. Il cultivait un jardin. Il pratiquait la méditation. Il est mort en 1999 à l'âge de 70 ans dans sa ferme, entouré des siens, dans son lit. Jamais jugé, jamais emprisonné, jamais condamné pour quoi que ce soit. Personne ne l'a été. Ce que nous savons aujourd'hui de MKUltra, grâce à ces 20 000 documents rescapés des broyeuses, ne représente qu'une fraction de ce qui s'est réellement passé pendant ces 20 ans.
Les documents détruits par Gottlieb contenaient vraisemblablement les informations les plus sensibles, les noms complets des victimes, les résultats des sous-projets les plus extrêmes, peut-être des programmes qui n'ont jamais eu de nom public, jamais été consignés dans aucun rapport officiel. Nous ne saurons jamais ce qu'il y avait dans ces archives. Nous ne saurons jamais combien il y a eu de victimes en tout. Et nous ne saurons jamais si des programmes similaires ont continué après 1973, sous d'autres noms, dans d'autres bâtiments, avec d'autres chimistes à la place de Gottlieb, dans des dossiers peut-être encore classifiés aujourd'hui. Ce dossier est officiellement fermé, mais un dossier qu'on a brûlé de force n'est pas un dossier résolu. C'est un dossier qu'on a voulu faire disparaître. Et c'est précisément là où commence Obscura.